Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Transition sociale et résistance. Sous la direction de Xavier Briquet. En dépassant les clivages des disciplines, les ouvrages cherchent à saisir les enjeux contemporains qui traversent les champs du social. Ils visibilisent des réalités méconnues en élaborant des savoirs transversaux et des pistes concrètes d'action pour le travail social et psychosocial. Alors que le pouvoir étatique de redistribution et de soutien solidaire se fragilise et que les inégalités croissent, apparaissent de nouveaux pouvoirs d'agir et des perspectives de faire commun, dans des mondes en profonde transition. Dans les marges se déploient des pratiques innovantes pour les métiers du soin et de l'accompagnement. Les experts de vécu en sont les témoins privilégiés. À partir de recherches ethnographiques rigoureuses, leurs récits donnent à appréhender les modes d'existence de l'exclusion, des inégalités, des conditions d'exil et de pauvreté comme les rapports de domination qui y sont inhérents. Des mouvements citoyens aux logiques institutionnelles jusqu'au monde virtuel, les méthodes de recherche qui sous-tendent ces études rendent compte de pratiques de résistance et de mobilisation jusqu'alors inédites. Au-delà de la simple dénonciation, la production de savoir qui émane de cette approche interdisciplinaire des pratiques de soins et d'accompagnement éclaire les contestations sociales tout en rediscutant les options du politique et les pratiques institutionnelles. Comité scientifique. Jean-Luc Bracler Punamur UC Louvain, René Beaulieu, ELA, Xavier Briquet UC Louvain ELA SSM Le Méridien, Marc Chambaud ELA FMJ, Sonia Declercq, Émilie Duvivier ISLIU2S Université catholique de Lille, Jean-François Gaspard ELA HENALLUX Serias CESSP Paris, Véronique Géoris, Amos Legrain, Manuel Gonçalves SSM Le Méridien LBFSM, Julie Hermès UC Louvain, Jacinthe Mazzochetti UC Louvain, Sylvia Mesturini ERCCNRS Paris, Jean-Claude Métro, UNIL Lausanne, Emmanuel Nicolas, ELA, Laura, Audasso TMC Collège de France Paris, Marie-Caroline Saglio Yatsimirski Inalco CESSMA Paris, Christine Chaud ULB, Olivier Servet UC Louvain, Sophie Tortolano SSM LLN Saint-Gilles, Martin Wagner UC Louvain. Déjà paru dans la collection. Justine Massot, Une maternité impensée. Devenir mère suite à un déni de grossesse, 2019. Mauro Almeida Cabral, Elle arme d'errance. Habiter la rue au féminin, 2020. Philippe Phaéton, Franchir les lignes. Gitan Peyos, Même combat. Première saison 2020. Anne-Laure Le Cardinal, Mineur non accompagné. Quelle reconstruction en exil, 2021. Dédicace. À Charles Burkel, psychiatre humaniste et visionnaire. Invisible. Récit ethno-fictionnel. Jacinthe Mazzochetti. Elle est belle Katchatou. Apprêtée toujours. Ses cheveux longs. Le rouge de ses lèvres. Ses hauts talons. Elle est belle Katchatou. Elle a le nom du soleil, du sud, du Sahel. Le sien est arménien. Il est chaud et froid. Il est mer et rocaille. Il est nostalgie et brûlure dans le creux des entrailles. Elle est belle Katchatou. Toutes les nuits à minuit quand je vous le souhaite. Vous plongez dans l'oubli du sommeil. Dans la candeur peut-être de vos rêves. À minuit quand vos yeux se ferment, elle se lève. Ses cheveux lissés. Ses yeux maquillés. Ses talons hauts. Elle vérifie le souffle de ses enfants endormis. Elle passe la porte en silence. Dans le vide de la rue, elle avance. Elle se lève. Passe la porte du restaurant branché de la petite ville où elle a trouvé refuge. Toutes les nuits. 7 jours sur 7. Toutes les nuits. De minuit à 3 heures du matin. Derrière les volets clos. À l'ombre de nos paupières. De nos regards qui de toute façon ne voient pas. Toutes les nuits. De minuit à 3 heures du matin. Elle nettoie. Au noir 6 € de l'heure, rendu invisible. Elle s'en fout Katchatou. Invisible, elle l'était déjà. Elle préfère éviter les regards. Les hommes surtout. Ici. Là-bas. Sur les routes de ses fuites et de ses espoirs. Leurs yeux. Et leurs mains. Et leurs odeurs.
Et leur sexe qui tue davantage que leurs armes parfois. Elle s'en fout, Kachatu. Invisible, elle l'était déjà. Dans sa tête, la musique d'une autre vie. Les rires de ses enfants à l'abri. Au noir, 6 € de l'heure, invisible. Elle accepte tout, Kachatu, pour faire vivre sa famille. Quand elle aperçoit son reflet dans les miroirs de ce lieu qui la terre. C'est une reine qu'elle voit. C'est l'ingénieur qu'elle était. C'est l'avocat que son fils sera. Quand elle aperçoit son reflet dans les miroirs de ce lieu qui la terre. C'est une reine qu'elle voit. Elle est belle, Kachatu. Apprêtée toujours. Ses cheveux longs. Le rouge de ses lèvres. Ses talons hauts. Ne pas rester à sa place. Transgresser les assignations tant sociopolitiques qu'identitaires. Jacinthe Mazzochetti. Cet ouvrage donne voix au récit d'exil de femmes résidant en Belgique. Coécrit par des chercheurs ES et des travailleuses de terrain, il a pour ambition de relater, au plus près des vécus, les conditions singulières des exils au féminin. En tension entre formes d'invisibilisation et lutte de reconnaissance se dessine la complexité et la pluralité des trajectoires, les difficultés et les bricolages qui permettent de tenir, de trouver place dans la société. Si les lieux de provenance de ces femmes sont extrêmement diversifiés, Afrique subsaharienne, Maghreb, Syrie, Irak, Tchétchénie, Amérique latine, elles partagent le fait de se retrouver aujourd'hui en Belgique dans des parcours qui, au-delà des singularités, se rejoignent dans leur volonté de s'affirmer, d'être reconnues et de transgresser les assignations tant sociopolitiques qu'identitaires. Dans cette introduction, il s'agira de mettre en avant quelques éléments contextuels et quelques enjeux clés qui traversent les expériences et les prises de parole des femmes en exil ici rencontrées. Ce faisant, il s'agira également d'interroger notre société à la fois plurielle et inégalitaire, d'interroger ainsi les rapports de pouvoir qui la traversent et les luttes de reconnaissance plutôt que de se restreindre à une analyse des migrations en soi. Au-delà des vécus et des luttes des femmes, des hommes, des enfants, des humains en mobilité, que comprendre des dynamiques sociopolitiques et genrées qui traversent nos sociétés? La question du genre se pose en effet tant dans les lieux d'origine, dans les trajectoires migratoires et d'obtention de droits que dans les sociétés européennes, ici en l'occurrence la Belgique, et ce pour les femmes migrantes en particulier. Comme l'énonce Isabelle Carle, 2018, si la Belgique a inscrit la lutte contre les violences de genre, entendue comme toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée, à son agenda politique dès les années 1980, les femmes migrantes victimes de violences de genre en ont longtemps été absentes. Cependant, dit-elle, dans un rapport publié en 2012, Human Rights Watch identifiait pourtant 3 problèmes principaux touchant spécifiquement ces femmes. Celles qui migrent vers la Belgique pour rejoindre un mari ou un partenaire peuvent être menacées d'expulsion si elles dénoncent des situations de violence conjugale pendant la période où leur statut est en cours de validation. Les migrantes sans papier font face à la même menace. Enfin, les victimes de violences intrafamiliales, en particulier les femmes sans papier, n'ont pas suffisamment accès aux refuges destinés aux victimes. Par ailleurs, l'autrice précise que la visibilité progressive des violences de genre vécues par les femmes migrantes est le résultat d'une longue quête qui suppose de contrer les processus d'invisibilisation, de collectiviser les luttes, d'approcher les violences de façon intersectionnelle afin de décentrer et de complexifier le regard, mais aussi de s'appuyer sur les opportunités de l'agenda politique international. Ces travaux mettent en exergue les tensions présentes dans l'action publique entre la volonté de protéger les femmes migrantes au nom de l'égalité de traitement et la volonté de contrôler les flux migratoires. Tensions au sein desquelles sont notamment piégées de nombreuses femmes, mais la question est plus globale, qui ne disposent pas d'un titre de séjour régularisé. Les migrants ES étant considérés ES comme des êtres d'exception, non pas dans le sens d'exceptionnel, ce à quoi renvoie pourtant souvent leur trajectoire à la fois par les épreuves traversées et les capacités de résilience, mais plutôt comme faisant l'objet d'un registre d'exception. 1. Forme d'invisibilité et lutte pour la reconnaissance. Tous les textes et tous les récits ici partagés, selon des modalités différenciées, sont traversés par la question de l'invisibilité. Enfermés dans des zones de non-droit et ou de non-reconnaissance des compétences et des connaissances, les femmes rencontrées sont toutes en lutte pour contrer les effets de ces mises à l'écart délétères.
Cette absence à l'autre se retrouve dans les recherches, les médias et de manière plus générale, la société où les personnes migrantes sont largement représentées comme victimes ou dangers, souvent englobées dans une masse indistincte, sans voix, et ce plus encore pour les femmes. Présentées dans une position passive, elles sont rarement décrites comme agentes de leur trajectoire et de leur vie. Pour comprendre cette invisibilité, d'une part, il faut préciser que les analyses sociologiques sur les migrations ont longtemps privilégié l'homme, le considérant comme un référent universel. Castles, De Haas, Miller, 2013. D'autre part, que les études féministes ont longtemps occulté la spécificité des femmes migrantes au profit de théories centrées sur le modèle d'une femme, également pensée comme universelle, exploitée par le patriarcat. Morogvasic, 2010. Ce cloisonnement des recherches a longtemps mis la situation des femmes migrantes dans une zone d'ombre. Schmoll, 2018. Dans les récits ici partagés se retrouvent trois grands types de mobilité, en phase avec les statistiques globales. Les femmes arrivées en Belgique dans le cadre des relations migration familiale, via le mariage, le regroupement familial, mais aussi descendantes de migrants. Les femmes travailleuses dans le secteur du care, c'est-à-dire du soin au sens large, de l'ensemble des tâches domestiques sous divers régimes plus ou moins légalisés aux aides à domicile, garde des enfants et des personnes âgées, et aux aides-soignantes en passant par les infirmières. Par importante des migrations internationales, ces femmes et leur mobilité singulière représentent un aspect conséquent de l'économie mondialisée, Schmoll, 2018, qui soulève de nombreuses questions notamment en matière de droit du travail, de niches économiques ethnicisées et ou racialisées. Femmes, par ailleurs, comme relaté ici notamment dans les textes de Mazzochetti, Corral et Thomas, de plus en plus scolarisées, mais qui pour beaucoup subissent un processus de déclassement, leur diplôme et plus largement leurs compétences étant rarement reconnus. Enfin, les parcours de nombreuses femmes en exil sont aussi le fruit d'une histoire faite de violences multiples qui les emmènent dans les méandres des droits de séjour relatifs à l'asile. Femmes dont les routes migratoires sont très souvent rendues irrégulières, dangereuses, voire mortelles par nos politiques, peu importe ce qui les a mises en chemin. Les politiques migratoires d'externalisation accroissent leur vulnérabilité sur la route, les exposant davantage aux violences de genre tout au long de leur parcours, des passages aux frontières jusqu'à la traversée en mer durant laquelle elles sont plus nombreuses à mourir. Pourtant, ces violences ne sont pas prises en compte lors de l'évaluation des demandes d'asile qui ne regardent que celles subies au pays d'origine. Schmoll, 2018. Comme le relate Jane Friedman, 2017, tandis que l'image dominante des réfugiés est celle de jeunes hommes fuyant la guerre, en 2015 et 2016 de plus en plus de femmes, seules ou avec enfants-famille, ont tenté le voyage vers l'Europe. En 2015, 17% des réfugiés arrivant en Grèce ou en Italie par bateau étaient des femmes et 25% des enfants. En plus de cette féminisation des flux des réfugiés, les acteurs travaillant dans l'accueil des réfugiés ont aussi noté que de plus en plus de femmes voyagent seules ou seules avec leurs enfants, sans mari ni famille. Cela peut être dû au fait que leur mari a été tué dans les conflits dans leur pays d'origine, ou qu'il est resté là-bas pour combattre. Elle poursuit. Une des caractéristiques des migrations forcées des femmes est la violence qui est omniprésente au long du voyage. Les violences sont présentes tout au long du trajet des femmes réfugiées, du pays d'origine jusqu'au pays de destination. Et les auteurs de ces violences sont multiples. Les armées et les forces de l'ordre, les passeurs et trafiquants, les autres réfugiés rencontrés sur la route, les membres de leur propre famille. Si tous les réfugiés, hommes et femmes, sont fréquemment victimes des violences, les femmes peuvent rencontrer des violences genrées spécifiques, le plus souvent des violences sexuelles. Dans l'ouvrage, quant aux questions d'invisibilisation et de lutte de reconnaissance, émerge une transversalité forte, celle des politiques publiques qui, au-delà des trajectoires migratoires, fabriquent l'exil. Jacinthe Mazzochetti dans son texte, à partir de récits de femmes issues des diasporas africaines, analyse les stratégies, entre émancipations individuelles et luttes collectives, mises en œuvre afin de se frayer une place à l'encontre de la condition migrante, de la condition noire et des hiérarchies de genre conjointement vécues malgré des différences cruciales d'obtention de statut juridique et de capitaux socioculturels, là où les frontières se logent dans les terres, les statuts, les corps. Elle s'intéresse également à la complexité des parcours de reconnaissance juridique et symbolique au travers de l'obtention des papiers bien entendu, mais plus largement quant aux places occupées et valorisées, et à la manière dont s'entrecroisent précarité juridique et violence genrée.
Laura Audasso, en orientant ses recherches autour de la migration familiale, montre également comment, dans les parcours de ces femmes, les violences de genre et ou sexuelles les rendent davantage vulnérables, subissant à la fois la loi d'immigration belge, le cycle de la violence conjugale ou intrafamiliale et les injonctions de la doxa de sexe de leur société d'origine et d'installation. La question des transgressions de frontières, enjeu de la première partie de l'ouvrage, se raconte ici dans une lutte à l'encontre des assignations, qu'elles soient de classe, de race ou de genre. Tandis que dans la seconde partie de l'ouvrage, intitulée S'affirmer, se déploient des expériences singulières de micro-politique et d'affirmation de soi, mais aussi de soutien communautaire d'entre femmes. Depuis la Tchétchénie, le Maroc et l'Amérique latine, primo-migrantes ou descendantes de migrants, en quête de sécurité, de dignité, de mobilité sociale, ces femmes racontent également leur quête de liberté et d'émancipation progressive. Leurs luttes féministes ne sont pas frontales, elles allient le respect d'une histoire transmise, d'une culture, la nécessité de rester ancrée dans des solidarités familiales et communautaires, au désir de se réaliser et de s'octroyer, petit pas par petit pas, des marges d'affirmation de soi. Nathalie Mélis, au travers de récits des femmes d'origine tchétchène arrivées en Belgique par le biais de l'asile, met ainsi en mots cette place singulière qui se dessine avec subtilité et compromis, ces écarts et cette liberté des entre-femmes, contrastent au regard de leurs relations genrées et familiales assez traditionnalistes, mais aussi au regard des rôles, entre effacement et exotisme, joués pour la société d'accueil. Au travers de ces micro-ruses du quotidien, en douceur, s'ouvrent néanmoins de nouveaux possibles. Se donne à voir la force des référents et acquis culturels, en support d'une hybridation progressive. Hybridation au cœur du texte de Soumia Ladili dans son travail auprès de jeunes femmes descendantes de migrants marocains, nées en Belgique, mais filles d'une socialisation plurielle, entre école, culture globale et culture familiale. S'intéressant plus particulièrement à leurs relations amoureuses, elle retrace avec finesse les négociations identitaires, sociétales et familiales de leur devenir femme. Animée de la volonté de se substituer aux stéréotypes à l'égard de ces jeunes filles qui oscillent entre misérabilisme et exotisme, elle dessine ici une image nuancée et complexe faite de micro-arrangements et d'avancées progressives. Ici également, le désir de ne pas rompre avec les référents familiaux, qui sont aussi supports affectifs et matériels, participe des chemins négociés. Enfin, dans leurs textes, Namur Corral et Nathalie Thomas nous emmènent auprès de femmes, de mères plus précisément, venues d'Amérique latine, il y a déjà une vingtaine d'années pour la plupart. Ces récits réalisés avec des femmes qui ont pu régulariser leur séjour et qui, pour la plupart, occupent aujourd'hui une profession reconnue et valorisée, nous permettent de saisir le chemin parcouru et de comprendre, au travers de leur vécu par le sensible, l'impact de la clandestinité sur les relations familiales et parentales, en sus bien entendu des formes d'exploitation vécues. Si ces femmes se sont battues, c'est aussi en tant que mères, moteur bien souvent du départ en migration et bouée face aux déconvenues et aux violences vécues. 2. Des postures d'accueil et de reconnaissance ? En plus de donner à voir et à entendre les parcours de vie, de transgression et d'accomplissement des femmes en exil ici rencontrées, chacun des textes vient interroger la question de la rencontre et de la posture des chercheurs ES et travailleurs ES dans le champ du psychosocial. Depuis leur place de chercheurs ES impliqués ES dans des dynamiques de recherche collaborative et ou depuis leur place de praticienne-chercheur, Jamoul 2014, les autrices s'interrogent d'un point de vue épistémologique et éthique sur les possibilités d'une relation de confiance, égalitaire, respectueuse, porteuse de reconnaissance. Écouter, retranscrire, apprendre, analyser, rendre visible, mais aussi interroger ce que de nos places, nous pouvons participer à abîmer et ou à réparer. Aller vers l'autre, déjouer les cadres qui freinent et empêchent les relations, habiter pleinement ces rencontres, même furtives, même sous le chapeau de politiques mortifères sur lesquelles le pouvoir d'agir est extrêmement restreint, sont déjà des actes qui comptent, Mazzochetti 2015. Dans son ouvrage Parcours de la reconnaissance, Paul Ricoeur 2005 invite à penser cet itinéraire complexe en 3 niveaux complémentaires. Se reconnaître, les lieux d'estime de soi, être reconnu, les conditions d'une existence digne et être reconnaissant, être en posture de contre-don. L'intérêt de cette approche est de présenter les différents ancrages relationnels de la reconnaissance de façon interreliée, et d'inclure d'emblée dans la dynamique la question de la réciprocité et du mouvement qui permettent à chacun eux de se déployer.
Peu importe les souffrances, les violences, les vulnérabilités, la reconstruction et l'affirmation de soi passent par l'équilibre octroyé dans la relation, invitation immédiate à saisir les connaissances, ressources et compétences de chaque être humain. Et c'est exactement ce à quoi nous invite le texte de Jérémie Piola. Suite à sa longue expérience d'animation d'ateliers d'écriture avec des migrants ES dans le cadre de leur parcours d'alphabétisation, il s'intéresse ici à la question de la petite enfance à partir des savoirs des femmes migrantes. Se donne à voir la confrontation, souvent violente et frontale, entre les référents culturels des femmes et des professionnels l'ES, mais aussi les places assignées et occupées par chacun d'eux lorsque les institutions s'érigent en détentrices de savoir, et enfin, les ruses et résistances déployées par ces femmes pour éduquer les enfants en conformité avec leurs connaissances et compétences parentales. C'est une dimension singulière de la reconnaissance qui est ici touchée, en mettant le doigt sur les violences épistémiques à l'œuvre. Reconnaître les savoirs de l'autre comme savoirs véritables, non évalués à l'aune de l'eurocentrisme ouvre la porte d'une relation égalitaire. Comme évoqué également dans le texte de Namur Corral et Nathalie Thomas, mais aussi de Jacinthe Mazzochetti, il ne s'agit pas d'enfermer ces femmes dans leur rôle de mère, mais de reconnaître leur connaissance en la matière et le levier de réalisation de soi, mais aussi d'émancipation et de lutte qu'elles peuvent déployer à partir de leur vécu maternel. Si la reconnaissance en tant que mère et les connaissances accumulées sont le fruit d'une histoire patriarcale, culturellement située, en résultent néanmoins des compétences et des postures d'empathie, de soin, de solidarité, d'écoute qui, bien que socialement construites, sont extrêmement précieuses pour l'ensemble de la société. Pétavin 2021. S'ajoutent à cela des connaissances culturellement situées qui peuvent permettre, plus largement, de penser l'éducation et le soin de façon alternative, de sortir de la vision hygiéniste et biopolitique issue de l'histoire occidentale industrielle. Comme le relate Fatima Ouassak dans son ouvrage La puissance des mères 2020, lutter à partir de cette place attribuée, assignée, est aussi une manière de se réapproprier cet espace, d'assumer que les lieux de l'intime et de la domesticité sont aussi des lieux du politique, des lieux à partir desquels transformer les rapports de force et de genre existants. Comme le mettent parfaitement en mots les femmes demandeuses d'asile et réfugiées rencontrées par Lauren Gerstmann, la question de la posture et de ce qu'elle révèle de soi et de l'autre est fondamentale. Si la sensibilité à la souffrance permet de reconnaître une partie de ces autres, migrants ES, exilés ES, comme humains et de tenter de les accueillir malgré le contexte sociétal et institutionnel d'exclusion, de contrôle, de contrainte, cet aller vers ne devrait pas se suffire d'une attitude de compassion, mais tendre à appréhender l'autre comme un être vivant, non plus dans le seul sens biologique, mais bien politique du terme, Barca 2006. Un sujet qui peut se dire et être entendu dans la complexité et la profondeur de son être, Mazzochetti 2015. Bouleversé par ces rencontres et les récits recueillis, depuis sa place d'anthropologue, Lauren Gerstmann s'interroge sur l'éthique de la relation et sur de possibles parallèles entre la posture d'humilité et d'écoute de l'ethnographie et celle du travail social. En mobilisant les écrits de Pandley 2008, elle met en avant deux principes clés de cette praxis de la vigilance éthique. La nécessité de veiller à ce que la personne continue d'appartenir à la communauté humaine et à ce qu'elle conserve ses capacités, ses ressources, ses compétences. Ce travail sur la posture est également central dans le chapitre de Laura Audasso au travers d'une réflexion sur le récit biographique, souvent obligé en contexte de suspicion institutionnelle, mais aussi potentiellement réparateur, lorsque le cadre permet à l'autre de se déposer en confiance et d'élaborer du sens. Elle pointe cependant les limites de l'empathie, inégalement distribuée, et dès lors souvent discriminatoire dans le crédit et les soutiens apportés. Travailler sur soi, sa posture, ses implicites culturelles, mais aussi professionnelles est un indispensable qui pourtant manque souvent à l'appel, Mazzochetti 2017. Nathalie Mélis, elle aussi, évoque l'importance du cadre qui permet la rencontre. Dans des espaces sécurisés, entre femmes, se déposent les récits avec leurs failles, leurs ratures, leurs rêves en devenir, mais aussi les espoirs parfois brisés. Tout comme la majorité des autrices de cet ouvrage, elle insiste sur le temps et le respect nécessaires pour que s'inventent des lieux de circulation de savoir égalitaire ainsi que des lieux de traduction culturelle et d'invention de soi. Soumia Ladili, depuis sa place de praticienne-chercheur, s'interroge sur l'accompagnement adéquat de ces jeunes filles, descendantes de migrants,
afin qu'elles ne s'emmurent pas dans le silence, qu'elles puissent au besoin déposer leur mal-être, leurs questions, leurs souffrances sans être jugées, sans non plus se retrouver prises au piège d'injonctions contradictoires. La création d'un lieu où, dit-elle, tout n'est pas à dire, mais où il importe de pouvoir se raconter, pourrait peut-être faire levier. De leur côté, Namur Corral et Nathalie Thomas racontent la force que représentent les dispositifs communautaires d'écoute, de partage, de soins. Dispositifs singuliers plus souples que des groupes thérapeutiques, proches sous certains aspects de la pair-aidance, avec néanmoins la présence de professionnels LES qui partagent, à l'égal des autres participants, leurs compétences, leurs ressources et qui en cas de besoin peuvent faire relais. Autant d'expériences de rencontres, de relations, d'accompagnement qui tentent de se faire reconnaissance des violences tout autant que des connaissances. Lieux qui eux aussi, viennent transgresser les frontières, bouleverser les places, les cadres et participer au soutien, à l'élaboration ainsi qu'à la visibilité de la créolisation du monde et donc des identités, qu'elles soient sociopolitiques ou genrées. Bibliographie. Marcat SM 2006. Migration, colonisation, corps d'exception. Écart d'identité 109, 74 à 77. Karl I 2018. Les politiques de lutte contre les violences de genre en Belgique et les femmes migrantes, entre volonté de protection et contrôle migratoire. Droit et société 99 2, 323 à 339. Cassels S. de Haas, H. Miller MJ 2013. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. Basingstoke, Palgrave Macmillan 401 p. Friedman J 2017. Conflits, crises et femmes réfugiées en Europe. Confluence Méditerranée 103 4 31 à 39. Jamoul P 2014. Passeur de monde, praticien-chercheur dans les lieux d'exil. Louvain-la-Neuve, Academia Col. Investigation d'anthropologie prospective. Mazzochetti J 2015. Relations d'aide en milieu semi-ouvert et ferme, entre promiscuité, contrôle, compassion et proximité. Travailler le social 47 à 48, 15 à 30. Mazzochetti J 2017. La demande d'asile au prisme de l'anthropologie. Quelle tenue en compte des référents culturels des agents et des demandeurs dans la procédure? Revue du droit des étrangers, 186, 737 à 745. Morokvasic, Monsieur 2010. Les femmes au genre en migration. NAQD. Revue d'études et de critique sociale, 28-1, 35 à 54. Oissac, F 2020. La puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire. Paris, La Découverte. Pendelé, S 2008. La grande vulnérabilité, fin de vie, personnes âgées, handicap. Esquisse d'une éthique de l'accompagnement. Paris, Célie Arslan, Col. Penser l'action sanitaire et sociale. Pétavin, L 2021. Le coût de la virilité. Ce que la France économiserait, si les hommes se comportaient comme les femmes. Paris Anne Carrière, Col. Essai. Ricoeur P 2005. Parcours de la reconnaissance, 3 études. Paris Gallimard, Col. Folio Essai. Schmoll C 2018. Conférence Femmes en mouvement, de nouvelles pistes pour repenser les migrations. Poitiers Espace Mendès France. Partie 1, au-delà des assignations et des frontières. Au-delà des assignations et des frontières. Parcours de femmes en mouvement. Jacinthe Mazzochetti. Anthropologue, je mène des enquêtes de terrain sur les questions de migration depuis une vingtaine d'années, principalement au Burkina Faso, à Malte et en Belgique. Dans ce chapitre, je m'appuierai spécifiquement sur mes travaux de recherche en Belgique auprès des diasporas subsahariennes. Je mobiliserai de manière plus précise 3 récits. Le premier, celui de Monique, a été recueilli alors que je menais une réflexion sur la reconfiguration des liens familiaux en contexte migratoire, Mazzochetti 2011. Ceux d'Annette et de Wendy ont été recueillis dans le cadre d'une démarche collaborative d'enquête qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage intitulé Pluriel, Femmes de la diaspora africaine avec pour objet les migrations africaines féminines en Belgique sous l'angle de la réussite et de la reconnaissance, Mazzochetti Nyatani Biya, 2016. Ces récits rendent visibles à la fois les difficultés partagées, mais aussi les réussites et les parcours de reconnaissance,
Les tensions entre visibilité, voire survisibilité de la couleur de peau et invisibilité de statut comme de reconnaissance sociale, et les dynamiques de refus d'assignation, les places négociées dans les espaces privés comme publics. Ces femmes combinent dans leur histoire expérience de disqualification sociale et lutte pour se frayer une place à l'encontre de la condition migrante, la perte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.